Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente de cette instance aujourd'hui est présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, et vous toutes et tous qui faites ce monde et qui participez à ce monde du numérique. Bien sûr, saluer donc Étienne, avec qui j'ai souvent plaisir d'ailleurs d'échanger sur ces sujets qui, vous l'avez compris dans la présentation, nous passionnent et les uns et les autres et nous occupent aussi beaucoup dans nos activités. Alors, sur le sujet qui nous intéresse, moi je voudrais tout d'abord, effectivement, un petit peu dans le prolongement de ce qui a été fait juste avant nous par Jacques, c'est de dire qu'il faut effectivement être optimiste, il faut peut-être positiver un peu plus les choses et positiver dans un contexte qui a été le contexte de la crise sanitaire qu'on a donc tous subi, puisque l'année 2020 a été donc plutôt favorable, plutôt bénéfique, plutôt positive en termes de réalisation, en termes de construction de prise. Et cela doit nous laisser, évidemment, avec cet optimisme, car globalement, donc, les objectifs fixés, les objectifs que nous voulons partager tous ensemble sont sur la bonne voie et on doit pouvoir réussir pour répondre rapidement et précisément sur la question posée. Donc l'objectif ambitieux qui a été posé par l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés ces dernières années et qui ont tous affirmé donc l'intérêt de mettre en place un réseau fibre optique sur l'ensemble de notre territoire. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet innovant, c'est un projet effectivement qui, dans le cadre du contexte mondial, positionne la France dans les leaders et je crois effectivement qu'il faut vraiment positiver ce point-là et s'en féliciter. Alors si on a peut-être des difficultés à le partager ou à le faire en sorte que cette positivité soit donc le plus partagée. On a sûrement tous une responsabilité, peut-être une responsabilité due à une humilité, mais aussi à quelques réserves qu'il faut rester prudent. Je crois qu'il est toujours bien de ne pas être trop optimiste et puis de réussir plutôt que d'être très optimiste et finalement de ne pas arriver à l'heure sur la ligne d'arrivée. Donc les chiffres, les derniers chiffres donc, sur le déploiement de la fibre démontrent que donc on a une positivité. Je voudrais donc évidemment en tant que président de l'AVICA et vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies faire un petit cocorico sur la partie donc des collectivités puisque dans les chiffres qu'on a pu analyser, les collectivités, les RIP avec donc bien sûr l'ensemble de ces partenaires montrent finalement des chiffres meilleurs que sur les autres secteurs. Donc, j'allais dire que ce propos, il n'est pas pour mettre en opposition la zone privée et la zone publique, il est plutôt pour dire à la zone privée que bien, il est possible d'y arriver et que le challenge doit être relevé pour que collectivement, on puisse sur l'ensemble de notre territoire avoir un réseau des plus performants à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 2025. Voilà, cher Étienne, pour introduire peut-être cette conversation. Merci Patrick, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je vais dans un premier temps m'associer avec ce que disait Xavier Vignon et vous remercier pour le satisfecit. Et je partage évidemment ton point de vue et ceux de la table ronde précédente, et Jacques l'a rappelé à l'instant, on ne se félicite pas suffisamment du succès de ce plan. Et Jacques, tu le disais, on est entre les deux tours d'élection avec une forte abstention. C'est quand même dommage que, typiquement, le sujet, je ne sais pas si moi, à titre personnel, je n'ai pas entendu parler du sujet dans la campagne. C'est quand même dramatique que ce succès, et qui fera, comme tu l'as très bien dit, Jacques, qui fera évidemment les 10 prochaines années, les 50 prochaines années, le sujet du numérique, que ce soit pour les administrations, que ce soit pour les citoyens, que ce soit pour l'industrie. On n'en parle pas plus et qu'on ne se félicite pas, encore une fois, d'un projet d'infrastructure et d'un projet plus que d'infrastructure, d'un projet citoyen, d'un projet fédérateur. On est premier en Europe, on devrait, encore une fois, le mettre en haut de la pile
et rappeler à l'ensemble de nos concitoyens que notre pays sait encore mener des grands projets d'infrastructure. Et premier, Hervé l'a rappelé tout à l'heure, un projet en avance, des projets d'infrastructure en avance dans l'histoire du monde, je n'en connais pas, mais il y en a un, c'est le plan France Très Haut Débit. Donc il est quand même capital de s'en féliciter. Alors je partage parfaitement ton point de vue également sur les chiffres du premier trimestre. C'est une vraie bonne nouvelle. Les RIP, depuis le temps qu'on en parle, toi et moi, ça fait 20 ans qu'on en parle, on représente plus de la moitié des prises déployées sur le premier trimestre. C'est un succès auquel l'ensemble des acteurs de l'écosystème ont contribué, que ce soit État, collectivités territoriales et les industriels que je représente. Je note aussi que la commercialisation, et Éric Jamaron l'a rappelé tout à l'heure, est très très forte, puisque plus 1,1 million d'abonnés en très haut débit sur le premier trimestre. Donc tous les chiffres sont sur une pente très très forte. Ça nous conforte dans les prévisions de notre observatoire commun Avica Infranum Banque des Territoires sur le fait que ce sera bien 2021, l'année du pic, l'année des RIP. C'est donc lancé et je ne vois pas ce qui pourrait nous arrêter, puisqu'on a bien vu que malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à surperformer en 2020. Donc je ne doute pas que quoi qu'il arrive, nous serons au rendez-vous en 2021. Voilà pour cette première introduction. Alors tout cela, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, donc ça doit aussi nous faire poser un certain nombre de questions pour encore améliorer, encore aller plus vite, encore donc faire en sorte que ces objectifs soient tenus. Même si l'objectif 2022 des 80% fibre optique, aujourd'hui on peut se dire assez tranquillement qu'il sera largement tenu. Je crois qu'il faut aussi qu'on s'interroge à finalement faire en sorte qu'on continue à avancer, on continue à accélérer, on continue à lever les freins qui donc peuvent retarder l'atteinte de ces objectifs. Et notamment, je fais un aparté dans mon propos, quand on vient de vivre un bug sur le réseau cuivre qui peut poser question. Et encore une fois, je n'ai pas de procès d'intention sur le sujet. Néanmoins, ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'interface entre le réseau cuivre, l'ancienne technologie RTC, et puis la fibre optique, d'où donc certainement une volonté d'aller vers une technologie plus uniforme et donc d'accélérer le transfert sur la fibre optique. Alors dans les points peut-être de vigilance qu'il faut avoir, je sais que vous l'avez déjà abordé ce matin, moi je voudrais insister sur un point qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je peux vous assurer que je mets toute mon énergie dans les semaines qui passent, ce sont les appuis communs. Je crois qu'on a trop attendu sur ce sujet. Il faut absolument qu'on arrive à lever tous les freins. J'ai vraiment le sentiment qu'on est dans un alignement de planète aujourd'hui, puisque et le ministre et l'administration et l'ensemble des acteurs, Enedis, Orange, ont la volonté d'avancer et de trouver des solutions. Ces solutions, il faut que vraiment on les mette en œuvre dans des délais les plus contraints, parce que je crois que ça aidera largement, effectivement, à faire en sorte que les raccordements se fassent dans les meilleures conditions, et les raccordements et bien sûr la mise en place des réseaux, notamment sur les territoires ruraux, qui sont les secteurs où le sujet appui aérien est le plus prégnant. Il y a aussi d'autres, évidemment, points qu'il faut évoquer. J'évoquerai donc la pénurie de matériel, la difficulté d'obtenir des poteaux de remplacement, les inquiétudes qu'on a eues il y a quelques années sur la fibre. C'était aussi un sujet, aujourd'hui qui est un peu derrière nous, et c'est tant mieux, mais restons vigilants. On peut avoir donc quand même ces inquiétudes aussi sur les matériels actifs, puisque on le sait, avec la crise sanitaire, donc les matériels informatiques ne sont pas forcément faciles à obtenir, donc avec aussi
peut-être, je veux dire presque sûrement, des évolutions de tarifs qui auront des incidences sur nos réseaux. Et je crois qu'il faut qu'on ait une vigilance collective sur ces sujets pour faire en sorte qu'on ne se trouve pas sur des points de blocage. Je voudrais aussi aborder un sujet qui va être un sujet d'actualité, et je ne vous cache pas que c'est un sujet que j'ai donc fait remonter pas plus tard qu'hier, qui est l'adressage, avec cette base d'adresse nationale dont on parle depuis trop longtemps. J'ai espoir que dans le cadre de la loi 3DS qui arrive dès la semaine prochaine donc, au Sénat, on puisse donc aborder le sujet, trouver des pistes de solutions, et en tout cas on y travaille donc activement. Donc, et je sais que sur ce secteur-là, c'est un point qui ne fera pas débat entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et donc si on arrive à trouver une rédaction donc équilibrée, on a espoir, encore une fois, que sur cette base d'adresse, on puisse largement évoluer, ce qui là aussi aidera évidemment donc l'ensemble des acteurs à pouvoir donc faciliter les raccordements sur nos réseaux. Et puis, je ne vais pas m'alourdir le sujet, mais il a été largement abordé. Il y a la question du mode stock, qui est un vrai sujet, où là aussi, j'ai espoir que ce sujet soit un peu derrière nous et qu'on passe moins de temps à en parler que ces dernières semaines ou ces derniers mois, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui a pris conscience qu'il y avait une difficulté. Je crois qu'il n'est pas de bon ton, très franchement, d'aller chercher à savoir si c'est de la faute des uns et des autres. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Je crois que ce projet, c'est un projet collectif. Chacun doit apporter sa pierre. Chacun doit l'apporter avec, évidemment, ses contraintes, avec ses problématiques, avec aussi ses attentes. Mais en tout cas, avec sérieux et avec l'envie de vouloir aboutir pour justement faire en sorte que ce projet collectif, qui est une réussite, la soit encore plus. Parce qu'on aura tous à gagner à ce que ce projet réussisse dans de bonnes conditions, dans des bons délais et avec donc des résultats probants, que ce soit sur les raccordements, sur les effets financiers, techniques et de sécurité. Donc vraiment, c'est un projet d'ensemble. Et alors, encore une fois, dans cette période, je crois que si autour de la fibre optique et autour de ce projet donc, France Très Haut Débit, on pouvait faire en sorte qu'on réunisse l'ensemble des forces, eh bien, ça serait déjà une belle victoire. J'ai confiance dans le sens, et Mireille Clapeau peut en témoigner, où j'ai eu le plaisir donc, de rédiger une proposition de loi sur l'empreinte environnementale du numérique au Sénat. Elle a été votée en janvier à l'unanimité du Sénat. J'ai eu le plaisir de constater qu'à l'Assemblée nationale, elle avait été votée aussi à l'unanimité, avec quelques adaptations, je vous rassure, à l'unanimité. Madame Clapeau, j'ai suivi les débats à l'Assemblée, même si ce n'est pas tout à fait le même texte, même si on peut avoir quelques regrets, mais c'est donc le jeu du débat parlementaire. Et sur ce sujet du numérique, je crois pouvoir dire qu'on arrive à se retrouver et les uns et les autres, et ça, c'est aussi un point très positif. Merci Patrick. Si je le fais à l'envers par rapport à toi, donc je vais commencer par la qualité des réseaux. Je partage complètement ton point de vue sur la problématique entre réseau RTC et numérique. Il est effectivement urgent de déployer le plus rapidement possible pour pouvoir éteindre le réseau cuivre. Alors sur le mode stock, je partage là aussi ton point de vue, et Zakaria Alayan a dit quelque chose de très très juste tout à l'heure. Il a rappelé que pour nos citoyens, pour nos concitoyens, pardon, pour les citoyens, le plan France Très Haut Débit, qu'est-ce qu'ils y voient? Ils y voient juste le raccordement de leur maison, de leur appartement. Et c'est dramatique quand ça se passe mal, quoi. Parce que par définition, c'est la seule image qu'ils garderont du plan France Très Haut Débit. Et pour faire une analogie que tout le monde connaît bien, dans le bâtiment, c'est exactement la même chose. Quand vous construisez une maison,
Vous avez beau avoir mis des centaines de milliers d'euros dans les fondations, la dernière chose qui vous restera en mémoire et que tout le monde verra, c'est la peinture. Et maintenant, on en est là. Donc, à nous de s'assurer que le peintre fait correctement son boulot. C'est ce à quoi on travaille collectivement et notamment chez Infranum. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, donc le contrat mode stock V2, la charte des intégrateurs. Tu l'as dit, tout le monde est parfaitement conscient des problématiques. Il n'est pas du tout question de chercher à qui la faute, mais bien de tout faire pour que le plus rapidement possible, tout rentre dans l'ordre. Base adresse nationale, sujet vieux serpent de mer dont on parle là aussi tous les deux depuis des années. Espérons qu'on finisse par le régler. Tu n'as pas évoqué grâce THD, mais on l'a fait là aussi. Là aussi, on l'a fait précédemment. Je n'y reviens pas. Tu n'as pas évoqué en revanche les racos complexes, donc peut-être un petit mot sur les racos complexes où Zacharia tout à l'heure a très bien défini et essayé de circonscrire le sujet. Donc une étude est en cours, on a compris que les résultats seraient donnés à l'automne. Alors on ne sait pas encore si ça sera au TRIP de la VICA ou aux universités d'été du très haut débit, mais on attend ces résultats avec impatience. On sait tous les deux que les 150 millions n'y suffiront pas, c'est une évidence. Alors évidemment que comme toujours, c'est un levier et ce n'est pas les 150 millions qui feront les raccordements complexes, ce n'est que le levier de l'État comme pour le reste des 3 milliards. Néanmoins, la problématique est plus importante que celle qu'on avait pu estimer à l'origine, mais je vous rappelle quand même qu'à l'origine, on s'était basé sur 80% de raccordement et jamais on était parti sur 100%. Et par définition, on fait ce qui est le plus simple. Je regarde David, mon cher David. On fait toujours ce qui est le plus simple, c'est humain. Et il nous reste évidemment à la fin le plus compliqué. On en est là et c'est une vraie bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est bien orienté vers le 100%, la généralisation de la fibre optique pour 2025. Un mot, et tu as commencé par ça, et je vais finir par ça, sur les appuis communs. C'est un sujet, voilà, là aussi, que l'on porte tous les deux, et ton arrivée sur le sujet change tout. Très clairement, j'espère que tu resteras dans l'histoire comme ayant réglé ce problème. C'est un problème, je ne sais pas si tout le monde a bien conscience, que c'est un problème à court terme qui représente 1 million de foyers à raccorder. Et ce million de foyers, il est où? Dans la ruralité. Donc ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Et si on ne règle pas rapidement ce problème, ce million de foyers n'aura pas de raccordement. Alors ça fera le bonheur de Philippe Legrand parce qu'ils auront un raccordement radio dans l'intervalle. Néanmoins, si on veut les fibrer, il faut absolument avoir réglé ce sujet. Toutes les planètes sont alignées, tu l'as dit. Si tout se passe bien, ça devrait se régler dans les semaines qui suivent. Le ministre l'a évoqué dans son propos liminaire. Il est, on le sait tous les deux, pleinement mobilisé. Il a parfaitement compris les enjeux. Juste un chiffre qui m'a marqué dans ce débat-là, on a fait une étude, on a fait un échantillonnage sur les poteaux et on a constaté que 21% des poteaux ne passaient pas le calcul de charge et sur les 21% qui ne passent pas le calcul de charge, vous en avez 19 des 21, pas 19% des 21, hein, c'est 95% ou 98% des 21%, ne passe pas le calcul de charge avant même le passage de la fibre. Et la fibre elle-même ne représente que 2% du fait que donc la démonstration est faite. Maintenant, il faut juste que le gouvernement au sens large fasse ce qu'il faut pour que tout ça se règle le plus facilement possible. Oui, alors peut-être pour prolonger juste, mais sans alourdir sur ce sujet, je voudrais vraiment remercier Zacharia Alayan et la NCT qui a aussi donc évidemment beaucoup investi le sujet et qui nous aide fortement. Et c'est pourquoi je dis encore une fois
bon espoir pour qu'on puisse vraiment conclure rapidement sur ce point. Alors, je n'avais pas parlé des raccordements complexes, que je l'avais gardé un peu pour la fin, si tu me permets, pour peut-être évoquer donc, le sujet de façon plus globale, en parlant de l'extinction du cuivre. Je crois que là aussi, on est à un moment où il faut se poser la question de façon très claire. Et quand je dis se poser la question de façon très claire, pour moi, la question, il faut se la poser de la façon suivante. C'est que l'extinction du cuivre ne doit pas être en fait un moment de traumatisme, notamment pour l'opérateur historique. Je crois qu'il faut qu'on ait la responsabilité collective de faire en sorte qu'on sorte gagnant-gagnant de cette période-là, pour faire en sorte qu'on bascule sur un réseau unique et performant qu'est le réseau fibre optique. Ça veut dire qu'on règle tous les problèmes pour pouvoir basculer sur ce réseau fibre optique, avec notamment les problématiques liées au raccordement complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on fasse en sorte que là, on aille au 100%, mais vraiment au 100%. C'est qu'on ait cet objectif. Et pour régler cet objectif, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on trouve les bons financements. De façon très claire, je pense qu'il y a une étape à franchir, c'est prendre la décision politique et ensuite de mettre en place tous les outils pour faire en sorte d'y arriver. On y est arrivé sur beaucoup d'autres réseaux, je pense à l'eau, à l'électricité, à tous les réseaux d'infrastructures structurants. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas pour la fibre optique, dès lors qu'on se pose vraiment les bonnes questions et qu'on fasse en sorte de trouver les bonnes solutions. Alors vous le savez, je suis très attaché donc je vais ressortir la zone fibrée parce que c'est un point qui me tient à cœur et je pense que c'est un bon vecteur pour pouvoir trouver la solution, parce qu'il faudra donc se poser des questions de dépéréquation territoriale pour faire en sorte que le basculement se fasse dans les meilleures conditions. On l'a vu et ça a été exprimé, la difficulté de maintenir de réseaux en parallèle. C'est évident que dès lors qu'Orange a perdu la moitié de ses clients sur le réseau cuivre, sa capacité à pouvoir entretenir ce réseau a été divisée par deux. C'est mathématique, c'est logique. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse accompagner Orange et qu'on puisse le faire en responsabilité, et les uns et les autres, sans, encore une fois, pointer du doigt ou laisser certains à leur responsabilité seuls et isolés. Donc vraiment ça, c'est je crois le chantier qu'il va falloir ouvrir rapidement, même s'il est un peu ouvert, hein, j'ose le dire, mais qu'il va falloir vraiment ouvrir, sur lequel il va falloir qu'on puisse continuer à travailler. Et puis peut-être, comme le disait un ancien ministre chargé du numérique, se faire mal collectivement, mais pour un bien collectif. Alors, c'est une excellente transition. Tu n'as pas prononcé le mot, mais on arrive donc au service universel. C'est Cédrico, mais je te remercie. C'est Cédrico, notre ministre, qui a posé le débat l'été dernier. Et du coup, ben voilà, le débat progresse. Audrey Morel nous a tout à l'heure parfaitement décrit quelles étaient les problématiques à la fois juridiques, mais pas que, parce qu'il y a le sujet de la territorialisation du service universel, puisqu'avant, on avait un seul opérateur qui était sur un seul réseau. Donc c'était simple. Aujourd'hui, on a plusieurs opérateurs sur plusieurs réseaux. Donc c'est évidemment plus complexe. C'est d'abord ça qu'on est en train d'étudier tous collectivement avant de pouvoir prendre position et se prononcer. Et évidemment, derrière vient tout de suite, et Audrey, tu l'as souligné, la problématique de son financement. Et là, un sujet qu'on aime tous les deux passionnément depuis 2009 et la loi Pinta, c'est le FANT, le fameux FANT, le fameux fonds sans fond, qui est toujours sans fond d'ailleurs. Et là, je te laisserai, parce que ça, tu connais ça mieux que moi, parler du FACÉ. Mais voilà, le FACÉ qui fonctionne remarquablement bien sur les réseaux électriques. Le FANT a été imaginé dans le cadre de la loi Pinta par analogie avec le FACÉ. Donc ça semble assez simple de financer le FACÉ de façon à la fois assurer le service universel, à la fois finaliser nos raccordements complexes et
faire ce que fait le FACÉ, c'est-à-dire la sécurisation du réseau, mais également ses extensions. Et un sujet qu'on aime aussi bien tous les deux sur les réseaux électriques, c'est l'effacement des réseaux. Parce que quand on a posé à 60% de nos réseaux en aérien, se posera un jour la question, notamment si les événements climatiques graves continuent à s'accélérer, à savoir comment on sécurise nos réseaux aériens. Oui, enfin, un réseau, c'est une infrastructure vivante. Effectivement, on aura les questions de mise en souterrain, on a les questions de renforcement, des questions d'extension, parce qu'il y a aussi de nouveaux lotissements, de nouvelles constructions qui se font, même si aujourd'hui on est plutôt dans la densification, il faudra rajouter des fibres. On ne peut pas prévoir l'imprévisible. Donc tout ça, ce sont des travaux qui seront à mener et sur lesquels, évidemment, il faudra trouver des moyens de financement. Alors, le FANT, et je vais faire un petit clin d'œil amical à mes collègues députés et au gouvernement, mais jusqu'à aujourd'hui, effectivement, je comprenais que créer un fonds nouveau, trouver des recettes, c'était compliqué. Depuis quelques semaines, je suis rassuré puisqu'on a pu trouver des crédits pour la copie privée sur le matériel reconditionné. Donc ça nous laisse beaucoup d'espoir sur le FANT et je pense que dans les semaines qui viennent, on pourra travailler avec le ministre pour trouver des financements qui alimenteront le FANT. Juste un petit mot qu'on n'a pas évoqué, c'est les territoires connectés et durables. En conclusion, c'est évidemment pour nous, là aussi, Avica et Infranum, l'étape d'après. Et l'étape d'après, alors peut-être dans le cadre de la campagne présidentielle, pour le coup, à savoir comment on s'occupe de cette manne, quelque part, qui est le très très haut débit pour les services aux citoyens et comment les collectivités territoriales prennent la mesure des possibles rendus par ces réseaux et comment, avec le fameux IoT, comment demain, les élus, mon cher Jacques, comment les élus s'approprient ces technologies et comment elles s'assurent de la propriété des données, comment elles s'assurent de la capacité de l'ensemble de l'industrie à développer de nouveaux services pour les citoyens. Donc on appelle de nos voeux un grand plan territoire connecté et durable sur un modèle qui a très bien fonctionné, le plan France Très Haut Débit, donc avec un État stratège, des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage et des industriels à la manœuvre.